de glaire. Durant cette phase donc d'état, dès que vous faites la culture, le plus souvent elle est positive. Vous pouvez faire la culture au niveau des selles ou bien dans le sang aussi, c'est possible. Maintenant, au bout de quelques jours, on peut avoir dans la majorité des cas une résolution spontanée de la symptomatologie initiale avec guérison sans intervention. Mais dans d'autres cas aussi, ça peut évoluer vers ce qu'on appelle le syndrome hémorragique et urémique chez 15% de ces cas. C'est quoi ce syndrome hémorragique et urémique? Il survient le plus souvent chez les enfants de moins de 3 ans qui sont infectés par les bactéries, notamment du genre Shigella. Et on va essayer de retrouver très rapidement un enfant qui avait fait un syndrome dysenterique. Au bout de quelques jours, on observe une anémie hémolytique, une thrombopénie qui est sévère, occasionnant même un syndrome hémorragique. On observe une insuffisance rénale, mais aussi on peut retrouver donc d'autres atteintes digestives avec une colite hémorragique. Maintenant, ce syndrome hémorragique donc et urémique, donc il y aura donc la létalité est élevée. Je disais donc c'est le plus du tiers des personnes atteintes vont décéder de cette symptomatologie du fait des hémorragies qui sont importantes, mais aussi du fait de cette insuffisance rénale qui s'installe et qui va poser le problème, en tout cas, d'une épuration extra-rénale qu'il faudra faire très rapidement. En dehors de cela, on a aussi d'autres complications aiguës, telles que, en dehors du mégacolon toxique et du syndrome hémorragique et urémique ainsi que la bactériémie, on a des troubles métaboliques qui sont observés surtout chez les enfants, des troubles hydroélectrolytiques comme pour la plupart des diarrhées, des perforations ou bien des prolapsus du fait de cette fréquence qui est extrêmement importante et cet effort de poussée qui est là. Mais aussi, on peut retrouver un syndrome qui est rare, extrêmement rare, qu'on appelle l'encéphalopathie, l'écrit syndrome, qui est donc un tableau de dysentérie, plus des troubles hydroélectrolytiques et des convulsions, donc des crises convulsives. Et ça témoigne aussi donc, des lésions endothéliales, des petits vaisseaux qu'on retrouve au niveau, en tout cas, du système nerveux central. Et ces crises convulsives font partie aussi des signes de gravité, en tout cas, de cette shigellose. Comme complication chronique, oui, c'est la malnutrition avec le syndrome de Fissinger-Leroy-Reiter qu'on retrouve surtout chez les personnes du système HLA-B27 avec la souche, avec l'espèce Shigella flexneri. C'est quoi le syndrome de Fissinger-Leroy-Reiter? C'est ce qu'on appelle le syndrome urétro-oculoconjonctival. Non, urétro parce qu'à cause de l'urétrite, conjonctival du fait de l'atteinte de la conjonctivale et de la synoviale du fait de l'atteinte en tout cas des articulations. Maintenant, pour ce qui est de ce syndrome, c'est extrêmement rare de voir toute l'atteinte de ces trois structures en même temps. Je me rappelle, je pense qu'au cours de ma pratique, en tout cas en tant qu'interne au service des maladies infectieuses, j'en ai pas vu plus de 2 ou 3. Donc, et le diagnostic est extrêmement difficile. Le plus souvent, c'est un diagnostic rétrospectif. Donc, c'est pas du tout évident. C'est ça qu'on appelle le syndrome de Fissinger-Leroy-Reiter. Mais aussi, il complique beaucoup plus. Donc, la gonococcie aussi, c'est les gens qui ont des infections sexuellement transmissibles avec le gonocoque. Donc, ils peuvent aussi avoir ce syndrome. Donc, voilà, qu'on peut retrouver pour les artères réactionnelles, ça peut être des douleurs du genou, des tendons avec des thalalgies. Et il va te dire que j'avais une conjonctivite il y a quelques jours qui est disparue, j'avais une illettrite, et ainsi de suite. Donc, voilà. Mais aussi, au cours de la shigellose, on peut avoir une colopathie fonctionnelle. Maintenant, est-ce qu'en dehors de la localisation intestinale, notamment coli, le germe peut atteindre d'autres organes? On verra. Excusez-moi. Donc, pour les formes orthographiques, qu'en est-il en fait de la particularité chez les autres espèces? Pour ce qui est de Flexneri, Somnei et Boidi, en fait, les tableaux sont moins graves que comparés à Shigella dysenteria. OK? Pour les diarrhées, on retrouve le plus souvent des diarrhées aiguës liquidiennes dans un contexte fébrile. Et pour les localisations extra-intestinales, qu'est-ce qu'on retrouve? Oui, c'est possible, mais ce sont des formes qui sont rares et vraiment avec des germes qui sont aussi variés selon ce qu'on a vu en tout cas dans la littérature. On peut avoir des vaginites, des infections urinaires, des infections osteo-articulaires, des atteintes spléniques ou bien carrément des atteintes du système nerveux central avec les méningites qui sont devant du tableau. Mais toujours est-il que ce ne sont pas les atteintes les plus fréquentes. Est-ce qu'il peut y avoir des associations? Oui, bel et bien. Anubiase shigellose
Et dans ce cadre-là, la symptomatologie elle est beaucoup plus bruyante. La fièvre est beaucoup plus élevée. L'altération de l'état général est beaucoup plus rapide et prononcée. Et très rapidement, c'est un patient qui va évoluer vers un choc septique ou bien carrément réaliser un tableau d'abdomen chirurgical suite à une perforation. On peut avoir shigellose et choléra. Ici, la déshydratation, c'est presque la même symptomatologie que celle qui est observée avec shigellose amibiase. Mais aussi, on peut avoir shigellose sur rectocolite hémorragique. Là aussi, la symptomatologie, elle est beaucoup plus bruyante, les douleurs sont beaucoup plus importantes et le risque de complications aussi est beaucoup plus évident. Alors, comment est-ce que nous allons faire les diagnostics? Quels sont les éléments sur lesquels il faut se baser? Sur le plan épidémiologique, qu'est-ce qui est recherché? Est-ce que la personne vit en zone d'endémie? Ou bien est-ce qu'il y a une notion d'épidémie qui a été évoquée? Les conditions d'hygiène, qu'en est-il? Par rapport aussi à la consommation d'aliments, notamment certains aliments qui sont les fruits sauvages ou bien certaines viandes mal cuites. Et sur le plan clinique, c'est surtout le syndrome dysentérie aiguë et fébrile. Si vous l'avez, à chaque fois que vous l'avez, il faudrait penser quand même à la dysentérie bacillaire, par opposition à la dysentérie amibienne. Et sur le plan biologique, on a des éléments d'orientation, syndrome inflammatoire biologique non spécifique, avec l'augmentation de l'hyperleucocytose, l'augmentation de la CRP. À la rectosigmoïdoscopie, à l'échographie, on peut avoir des signes évocateurs avec l'épaississement de la paroi ainsi que l'apparition d'une mucose inflammatoire à la rectosigmoïdoscopie. Et pour la confirmation, il y a deux examens à retenir. C'est l'examen cytobactériologique des selles ainsi que l'hémoculture. Ce sont les deux examens de confirmation. Bon, ça c'est les diagnostics différentiels. Je vous ai mis un tableau très rapidement. Vous aurez le temps en tout cas de le parcourir après. On a mis donc le différentiel du syndrome dysentérique, notamment les colites à Escherichia coli antéro-invasif et antéro-hémorragique. Ils donnent la même chose, mais c'est surtout dans un contexte de toxi-infection alimentaire commune. Et on peut avoir aussi le syndrome hémorragique et urémique. Les salmonelloses mineures aussi, c'est dans un contexte de chat, mais c'est surtout chez les terrains FIGH. Voilà. Maintenant, pour les causes parasitaires, c'est l'amibiase. Donc ici, c'est un syndrome dysentérique aigu qui est non fébrile. Excusez-moi. Oui, Dr Mendes. Le boss, ça va? Finalement. Oui, je veux partir. Mais il y a Majid qui m'a dit qu'il rentre demain. Maintenant, il m'avait demandé de demander si est-ce que Khadija rentre aujourd'hui ou demain. Parce qu'ils avaient un travail à terminer. Maintenant, je lui avais posé la question, il m'avait demandé de voir avec Khadija. Donc, je pense que tu peux voir avec Khadija ou l'autre là, Adam ou Olivier. Je pense que eux deux, peut-être quelqu'un d'eux peut attendre demain ou tous les deux même d'ailleurs. Khadija, voilà Adam. Non, Mazid day toog demain moom dans tous les cas. Ouais. Oui, loolu la ma waxoon ne woon daa mel ni dafa amoon liggéey bu muy mais naa woo Khadija, mais tu peux appeler Khadija et lui demander. L'autre est venu ou bien pas encore? Ok, waaw kon baax tout à l'heure. Excusez-moi, je suis dans une chose. Je m'excuse vraiment pour ces... Ok, on peut faire le différentiel avec l'amibiase intestinale, notamment. Donc ici, on a un syndrome dysentérique aigu non fébrile. Et c'est vraiment les seuls KOP qui nous permettent de faire le diagnostic. Et il n'y a pas aussi de syndrome inflammatoire biologique non spécifique. Il n'y a pas d'hyperleucocytose dans l'amibiase intestinale. Dans la bilharziose intestinale, donc vous avez la phase d'invasion, la dermatite céphalienne, la fièvre de céphalie. Et vous avez un syndrome dysentérique qui est non fébrile, donc notamment avec schistosoma mansoni qui est responsable de la bilharziose intestinale. Si vous vous souvenez bien, il y a schistosoma mansoni, mekongi, japonicum, hématobium, avec hématobium pour la bilharziose urinaire et mansoni pour la bilharziose intestinale, mais aussi il peut réaliser des bilharzioses hépatospléniques. Mekongi et japonicum pour la bilharziose hépatosplénique et intercalatum pour la bilharziose rectale.
Donc, il y a aussi des colites ACMV qu'on retrouve beaucoup plus chez les sujets qui sont infectés par le VIH avec une immunodépression sévère, taux de CD4 moins de 50. Ça donne carrément un tableau de diarrhée gléro-sanglante, mais qui a tendance à évoluer de façon chronique à la différence ici de la shigellose où le tableau est aigu. Donc, on peut aussi être dans un contexte d'épidémie et penser aux fièvres hémorragiques virales, notamment avec la maladie à virus Ebola, ainsi de suite. Voilà, pour les causes non infectieuses, c'est la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn que vous allez faire donc, dans le module digestif. Donc, avec des symptomatologies qui peuvent aller des symptômes de douleur abdominale, diarrhée invasive complètement, diarrhée franchement purulente. Voilà. Mais aussi les sujets âgés, il ne faudrait pas occulter la possibilité d'un cancer colorectal, d'autant plus surtout avec l'alternance diarrhée et constipation. C'est un sujet âgé avec une altération de l'état général prononcée. Et ça, c'est la biopsie avec l'anapathe qui va nous permettre de confirmer le diagnostic. Pareil pour la rectocolite hémorragique, biopsie plus anapathe. Mais surtout, dans la rectocolite hémorragique, donc dans la rectosigmoïdoscopie, on peut avoir en tout cas une orientation en fonction du niveau des lésions et de l'aspect des lésions qui a été observé. Sur le plan diagnostic, qu'est-ce que nous avons? Les germes, ce sont des bacilles gram négatifs, hein, très courts, immobiles, voilà. Et c'est la famille des Enterobacteriaceae, bactériologie troisième année, avec, si vous vous souvenez bien, les tests qu'on faisait pour la galerie API, avec, où on vous disait endol, uréase, ainsi de suite, voilà. Maintenant, pour ce qui est de ces bacilles gram négatifs, on les classe en 6 groupes, groupe 0, 1, 2, 3, en fonction en fait de l'existence d'une résistance naturelle ou non face au bêta-lactamine. 0, pas de résistance. 1, c'est une sécrétion de céphalosporinase mais qui ne sont pas du tout expressifs. 2, bêta-lactamase spectre élargi, type AMPC, ainsi de suite. 3, céphalosporinase non déréprimée, ainsi de suite. Bon, ou peut-être ceux qui seront intéressés par la bactérie qui feront un master ou bien un DU en bactérie ou autre chose. Ok, voilà. Donc, il y a Shigella dysenteria, Flexneri, Boidi et Sonnei, comme vous le savez bien. Maintenant, à la microscopie, voilà. Donc, ce sont des bacilles gram négatifs, de petits bacilles qu'on voit, et à la microscopie électronique, ils apparaissent ainsi. Comment est-ce que se fait la transmission? C'est une maladie du périne fécal, oui, féco-orale, directe par le maniportage, indirecte par la consommation d'eau et d'aliments souillés, par les déjections des mouches. La transmission aussi, elle peut être sexuelle, notamment chez les men having sex with men, notamment avec la transmission donc lors des rapports anaux, mais aussi on peut avoir une transmission verticale, notamment de la mère à l'enfant lors de l'accouchement. Ça, c'est extrêmement quand même rare. Le réservoir, en réalité, il est essentiellement humain. C'est surtout les enfants de moins de 5 ans qui constituent les terrains, donc qui sont les plus touchés. Les sujets qui sont malnutris, et non, ce sont les PV-VIH, donc les patients vivant avec le VIH, mais aussi il peut s'agir des autres types d'immunodépression. Maintenant, est-ce qu'il existe un traitement? Oui. Quel sera le but du traitement? Éradiquer l'agent, améliorer les symptômes, prévenir ou traiter les complications, si toutefois elles sont là. Pourquoi est-ce qu'on dispose des moyens antibiotiques, notamment les quinolones, si vous les connaissez bien? On a la ciprofloxacine, on a l'ofloxacine. Okay? On a aussi d'autres quinolones tels que la pefloxacine, la moxi, la levo, mais qui sont plus des quinolones antipneumococciques. On avait aussi les quinolones de première génération tels que nalidixit, mais qui n'est plus utilisé pour le traitement. On l'utilise comme marqueur pour étudier les résistances. On a les céphalosporines de troisième génération qui font partie de la grande famille des bêta-lactamines. On a les macrolides et les apparentés qui font partie de la grande famille de ce qu'on appelle les MLSKP, macrolides, lyncosamides, streptobramines, kétolides, synergistine. Mais bon, c'est pas grave. Donc, au sein des bêta-lactamines, en dehors des céphalosporines de troisième génération, on a la pénicilline A avec l'ampi ou l'amoxicilline. On a aussi le pivmécilinam qui est extrêmement intéressant aussi, surtout pour certaines infections urinaires. Voilà, autre, on a le potri et la tétracycline qui font partie de la famille des cyclines, le chloramphénicol qui fait partie de la famille des phénicolés au même titre que le thiamphénicol, mais qui est avec le chloram qu'on a plus le thiamphénicol qu'autre chose. Donc après, il y a les moyens
symptomatiques, la réhydratation par les solutions de réhydratation par voie orale, les antipyrétiques, les antalgiques, il faut de la réanimation pour certains cas avec troubles de la conscience, complications, hémorragie, perforation, autre chose. La chirurgie va intervenir pour ces cas. Et s'il y a une chose qu'il faudrait retenir dans le traitement et qu'il ne faudrait jamais utiliser, c'est le fait que les antidiarrhéiques sont proscrits. Ici, c'est une possibilité d'invagination. La bactérie, si vous bloquez, la diarrhée, c'est un mécanisme de défense pour éliminer les pathogènes. Si vous bloquez la diarrhée, la bactérie, elle va traverser la muqueuse intestinale, se retrouver dans le sang et causer des bactériémies, des sepsis et des chocs septiques. Donc, dans les indications, il faut réhydrater dans tous les cas, oral ou truc, antibiotique par voie orale si possible, pendant 3 à 5 jours, au cas contraire par voie injectable. Pour les formes graves, la réhydratation se fera donc par voie parentérale, évidemment. La réanimation ainsi que l'antibiothérapie aussi se fera par voie injectable. Et quand il y a des complications, donc c'est la réanimation, l'antibiothérapie et la chirurgie qui sont indiquées. Qu'est-ce qu'il faut pour prévenir la maladie? Il faut des mesures d'hygiène collective et individuelle, déclaration obligatoire. Il faut un isolement entérique, donc pour les selles, il faudra les désinfecter et éviter aussi que les gens ne fassent les selles à l'air libre, sinon les mouches vont se déposer sur les selles, récupérer des bactéries à travers le pâte, aller se poser sur des mangues et les autres fruits qui sont vendus dans la communauté. Et si les personnes ne lavent pas bien ces aliments qui sont destinés à être consommés à cru, il y aura une contamination de ces derniers. Mais toujours est-il qu'il faut une désinfection des selles, lavage des mains et dépistage et le traitement de certains patients qui peuvent être symptomatiques ou asymptomatiques. Bon. Pour ce qui est de la vaccination, c'est juste des essais qui sont en phase, notamment en phase 1 ou bien en phase 2. Donc, c'est pas trop avancé. Donc, je vais pas trop insister là-dessus. Et en conclusion, permettez-moi de dire que c'est une maladie vraiment du péril fécal qui est extrêmement fréquente en milieu tropical. Il y a une morbimortalité importante, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. C'est la première étiologie, en tout cas, parmi les diarrhées. Chez les enfants, la première cause aussi chez les enfants. De plus en plus, on a une émergence de résistance, notamment chez les men having sex with men. Mais surtout, il faut savoir que la prévention repose sur la lutte contre les mains sales ainsi que l'amélioration des conditions de vie. Merci de votre attention. Je pense que c'était les quelques diapos que j'avais à partager avec vous. Donc, je reste disponible s'il y a des questions, des suggestions par rapport à ce qui a été présenté. Merci. Monsieur? Oui. Je voudrais savoir la signification de VPVH. VPVH, patient vivant avec le VIH. D'accord. Patient vivant avec le VIH. D'accord, c'est bien. Tu restes, hein? Non, non, quittez pas. Mais on a un problème de véhicule de 4x4. Même des moyens de femmes décès. Waaw ani Khadija day ñëw Olivier yow toogal quittez pas. Parce que j'ai une question. Allez-y. Les antidiarrhéiques là, on ne les donne pas pour tout type de diarrhée ou bien il y a ce type de diarrhée où il faut donner ou il ne faut pas donner? Pour les diarrhées invasives, il ne faut pas les donner. Quand il y a de la glaire et du sang, il ne faut pas donner. Quand il y a de la glaire et tout ça. Oui, quand c'est une diarrhée invasive. Demandez à Hadija, après vous me dites. Si c'est compliqué, même s'il le faut, je vais rester avec ma vie. Oui, excusez-moi. Il y a une... Oui, j'aurais une question. Oui, allez-y. Je voudrais savoir, c'est quoi les critères de guérison pour la dysenterie à Shigelloos? Il faut l'amendement de la diarrhée, ça c'est un, de plus de 48 heures avec la résolution en fait des autres signes, notamment l'absence de la fièvre, les douleurs abdominales et tout. Et surtout, si vous faites, il faut savoir, en fait, pour ce qui est de la coproculture, vous ne pouvez pas l'utiliser comme critère. Ici, tout ce que vous pouvez utiliser, ce sont des critères cliniques. Parce qu'ici, en fait, l'excrétion de la bactérie dans les selles peut persister pendant 7 jours après ou bien jusqu'à plus de quelques semaines après. Donc, c'est vraiment la résolution de la symptomatologie clinique. Point.
Et, les coprocultures. C'est marqueur biologique. Et d'accord. Donc, les coprocultures, à partir de quel moment elles se faites ça au-delà d'une semaine. Ça peut être négatif à partir d'une semaine, ou comme ça peut aller jusqu'à 3-4 semaines. D'accord, merci. Merci, boss. C'est gentil. Oui, les autres? Monsieur? Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur pourquoi l'antidiarrhétique est contre-indiqué? Si vous mettez des antidiarrhéiques, en fait, la diarrhée invasive, la bactérie a la possibilité de traverser la muqueuse intestinale et se retrouver dans le sang. La diarrhée, c'est un mécanisme de défense. Donc, c'est pour éliminer les bactéries. Maintenant, si vous mettez des antidiarrhéiques, vous bloquez le mécanisme d'élimination. Les bactéries vont pulluler d'une manière extrêmement importante dans la muqueuse intestinale, mais en plus, ils vont traverser la muqueuse, se retrouver dans le système circulatoire sanguin et être à l'origine d'une bactériémie. Ils vont être tellement importants qu'ils vont échapper au système immunitaire. Ils vont être à l'origine d'un sepsis, d'un choc septique, et votre malade, il va décéder à cause d'un choc septique. Donc, il faut savoir que c'est formellement vraiment interdit de mettre des antidiarrhéiques au cours d'une diarrhée invasive. Parce que sinon, le risque de créer un sepsis et un choc septique est extrêmement important. Ah, ok, c'est bien. Donc, d'accord, si je comprends bien, ça veut dire que diarrhée causée par Shigella est diarrhée invasive. Oh, exactement. Toutes les diarrhées qui réalisent un syndrome hémorragique, un syndrome dysentérique, ce sont des diarrhées invasives. Ok. C'est beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur, s'il vous plaît, si vous pouvez revenir sur la différence entre diarrhée invasive et diarrhée sécrétoire. Ok, dans le cas de la diarrhée invasive, c'est qu'en réalité, ici, la bactérie, à partir de la lumière colique, elle va se retrouver au sein de la muqueuse, donc colique. Et de là, donc ça veut dire qu'elle va traverser complètement et elle peut se retrouver dans le système circulatoire sanguin. Maintenant, du fait qu'elle traverse cette muqueuse intestinale, elle va déclencher une réaction inflammatoire localisée. Laquelle réaction inflammatoire localisée va se traduire par des douleurs abdominales, la présence de glaire et de sang, parce qu'il va entraîner aussi des lésions au niveau de cette muqueuse. Alors que dans la diarrhée sécrétoire, comme par exemple le choléra, la bactérie, elle n'a rien à faire avec la muqueuse. Elle dit non, je ne vais pas entraîner des lésions ou faire quoi que ce soit. Je vais juste inverser les mécanismes d'absorption par des mécanismes de sécrétion. Il va réactiver l'adénylcyclase, ainsi de suite. Au lieu qu'il y ait une absorption du sodium et de l'eau, il y aura une sécrétion importante de l'eau et du sodium. Lui, il reste dans la muqueuse intestinale, il produit ces toxines et les toxines vont faire le boulot. Et puis, c'est fini. Donc, lui, il n'y a pas un risque qu'il y ait une bactériémie ou autre chose. Là-bas, le risque, c'est la déshydratation parce que tu vas sécréter toute l'eau de ton corps que tu as. Ce qui fait que c'est la déshydratation qui est au devant du tableau. Alors que là-bas, c'est un risque de bactériémie, de sepsis et de choc septique qui est là. Et avec donc des lésions que vous avez. Donc, ce qui fait que vous voyez, oui, maintenant, dans la diarrhée invasive, c'est la présence de glaire et de sang, alors que dans l'autre côté, c'est carrément la déshydratation. Donc, on part. Alors, le gars, il vient. Je pense qu'il n'est pas loin. Oui, il n'y a pas de souci. Vous faites ça. OK. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans la diarrhée invasive, c'est vraiment le syndrome dysentérique qui est au devant, alors que dans la diarrhée sécrétoire, c'est un syndrome cholériforme qui est au devant du tableau. C'est comme ça qu'on fait un peu les différences. Dans la diarrhée invasive, présence de glaire et de sang, du fait des lésions au niveau de la muqueuse intestinale. Dans la diarrhée sécrétoire, c'est vraiment la déshydratation qui est au devant du tableau, du fait d'une perte importante d'eau et d'électrolytes. C'est bon? D'accord, merci. Oui, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Professeur. Oui. Professeur, j'ai vu des formes associées de dysenterie amoebovasculaire qui associent fibrose avec amébiase. Oui, c'est possible. Oui. Donc, ça va être plus grave dans ce cas. Oui, très grave. Le tableau est beaucoup plus bruyant. Il y aura de la fièvre, de la glaire,
du sang, même parfois les selles peuvent être franchement purulents. C'est bon? Docteur, donc si Oui. je résume, ça veut dire que les signes d'alerte par rapport à la survenue des complications, c'est uniquement ceux de la déshydratation et l'éventuelle existence d'un syndrome hémorragique ou une perturbation du bilan rénal. Il y a l'hyponatrémie, il y a, comment ça s'appelle, les convulsions. Attends, je vais te les donner tout ça. Donc, il y a l'hyponatrémie, les convulsions. En fait, les éléments de mauvais pronostic de façon globale, en dehors de l'hyponatrémie et des convulsions, il y a l'altération de la conscience. Le fait aussi que la personne ait un jeune âge, les enfants, parce que c'est eux qui décèdent le plus. Maintenant, il y a aussi l'immunodépression aussi qui fait que les gens, ils ont tendance à faire des formes qui sont extrêmement graves. Donc, il y a certains terrains particuliers et certains signes qui vont te dire que c'est grave. Quand tu as l'hyponatrémie, les convulsions ou bien les troubles de la conscience. Je ne sais pas si est-ce que... Ok, merci. C'est bon? Je peux faire un deuxième cours alors? Oui. Merci. Oui, professeur. Oui, ok, merci. Bon, on va faire ok. Je vais faire la toxoplasmose. Vous avez entendu parler de la toxoplasmose? Ok. C'est bon pour le partage de l'écran? Voilà, disparaît. Oui, oui. Ok. Oh, tu veux rester là? Ok. Bon. La toxoplasmose, en réalité, c'est une infection opportuniste qui survient beaucoup plus chez les sujets infectés par le VIH, surtout pour ce qui est de sa forme cérébrale. Et on verra un peu comment ça se passe. Bon, l'objectif de cette présentation, c'est de définir les signes cliniques de la toxoplasmose cérébrale. Nous allons prendre comme type de description dans sa forme absédée, focalisée au cours de l'infection à VIH. Donc, nous allons donc revenir sur les autres formes cliniques de la toxo, notamment chez la femme enceinte, les malformations qu'elle va entraîner chez le nouveau-né et tout. Quelques diagnostics différentiels de la toxo, notamment les abcès, les empyèmes, les thrombophlébite cérébrale septique et les autres. Mais aussi, il faut citer les molécules qui sont utilisées pour le traitement ainsi que les moyens de prévention de la toxo. Donc, pour ceux qui ont fait la parasitologie en troisième année. Donc, dans un premier chapitre, nous allons définir la question, dégager les intérêts et faire quelques rappels. Dans un deuxième chapitre de signes, nous allons voir le type de description et les formes cliniques. Après, nous verrons comment est-ce qu'on fait le diagnostic positif, le différentiel, et avant de conclure les deux volets du traitement. Qu'est-ce que c'est? C'est une anthropozoonose. Ça veut dire que on retrouve chez les biens, chez les animaux, ainsi que chez les hommes. Et une anthropozoonose parasitaire cosmopolite dit à un protozoaire. On oppose dans le monde de la parasitologie les protozoaires versus les métazoaires. Ici, c'est un protozoaire du genre Toxoplasma. Et l'espèce, c'est Toxoplasma gondii. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de l'étudier? Elle est extrêmement grave. Elle est extrêmement fréquente et grave au cours du sida. Le sida, c'est le dernier stade de l'infection à VIH. Donc, tous ceux qui sont infectés par le VIH ne sont pas au stade sida. C'est la première infection opportuniste donc, du système nerveux central. Donc, opportunisme, il profite de l'immunodépression pour s'exprimer. C'est une urgence médicale, sinon elle est extrêmement mortelle. Chez la femme enceinte, la toxoplasmose congénitale cause un grave problème du fait des malformations qu'on retrouve chez le nouveau-né. Et la prévention, c'est surtout la chimioprophylaxie et l'hygiène.
La chimioprophylaxie, c'est surtout chez les personnes infectées par le VIH ou les patients infectés par le VIH. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve? En réalité, si vous vous souvenez bien de votre parasite, vous voyez que les chats, en fait, ils excrètent dans leur matière fécale des oocystes, sous la forme d'œufs. Ces oocystes vont avoir tendance à contaminer les herbes. Ainsi, les animaux, notamment domestiques, qui vont consommer cette herbe, ces oocystes vont contaminer ces animaux-là et exister sous la forme de kystes au niveau des muscles de ces animaux. Si toutefois nous consommons de la viande saignante ou bien mal cuite, ces oocystes vont nous arriver et vont se traduire, ces kystes vont se traduire en tachyzoïdes. Ce sont des formes végétatives. Lesquels tachyzoïdes vont être très rapidement réprimés par le système immunitaire et ils vont se transformer sous forme de bradyzoïdes et s'enkyster au niveau du système nerveux central. Et ils vont attendre une immunodépression pour se réactiver. Donc, on peut se contaminer bel et bien à travers des oocystes qui ont contaminé les non-végétaux, nous mangeons des crudités qui ne sont pas très bien lavés, ou bien nous pouvons nous contaminer à travers des kystes contenus dans les tissus musculaires des animaux qui ont consommé donc les plantes contaminées par les déjections de ces animaux, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, chez la femme enceinte, ces tachyzoïdes vont traverser la membrane transplacentaire et se retrouver au niveau du fœtus et entraîner des malformations fœtales. Maintenant, chez nous aussi, les bradyzoïdes vont se retrouver au niveau cardiaque, au niveau cérébral, et ainsi de suite. Maintenant, quand la personne est immunocompétente, ils vont s'enkyster et attendre une immunodépression pour se réactiver. Donc, voilà un peu, en grosso modo, le cycle évolutif de la toxoplasmose. Donc, voilà, après contamination, transformation en tachyzoïde, ce sont les formes végétatives. Il y aura une libération des formes, donc avec une phase de dissémination sanguine, réponse donc du système immunitaire, et ils vont se transformer en bradyzoïdes dans les organes qui leur sont cibles, notamment le cerveau, l'œil et les muscles. Ils vont s'enkyster et exister sous forme de bradyzoïdes et persister tant que l'immunité est là. Dès qu'il y aura une baisse de l'immunité, ils vont se réactiver en cas d'immunodépression et entraîner en tout cas des réactivations. Sinon, au niveau de l'œil, il peut entraîner des granules, ils vont se calcifier, ils vont se calcifier au niveau du cerveau et apparaître sous la forme de granulome et attendre une immunodépression pour se réactiver. Maintenant, par rapport aussi, prenons la toxoplasmose cérébrale dans sa forme abcédée, focalisée. Qu'est-ce qu'on observe? En fait, les circonstances de découverte, le plus souvent, en réalité, on ne peut pas dire issue début, phase d'état, parce que la personne peut être infectée depuis l'enfance et avoir la symptomatologie au bout de 40 ans, 50 ans après une immunodépression. Donc, tu ne peux que constater les faits. Donc, ce qui fait qu'ici, on parlera de circonstances de découverte. Quelles sont les circonstances de découverte? C'est une personne qui te vient dans un tableau de céphalée aiguë fébrile. Tu fais la sérologie, elle est positive, tu penses à la toxo. Ou bien c'est une fièvre inexpliquée. Ou bien il y a des troubles neurologiques tels que les convulsions ou un déficit. Tu vois que c'est le plus souvent le déficit, en fait, c'est un déficit qui est en tache d'huile. Donc, c'est l'installation progressive. Alors que dans le cas des AVC, c'est un déficit qui est brutal. Donc, on dira que le déficit, bon, que ça rappelle une symptomatologie vasculaire. Ou bien, tu fais une imagerie cérébrale pour une raison quelconque, céphalée, fièvre, trouble de la conscience, tu tombes sur une image en cocarde. C'est quoi une image en cocarde? Nous allons revenir là-dessus. Donc, à l'examen clinique, on va rechercher la triade de Bergman. Association de stress, syndrome inflammatoire biologique non, syndrome de réponse inflammatoire systémique, syndrome d'hypertension intracrânienne, céphalée, vomissement facile, angine non précédé de nausées, survenant à l'acmé des céphalées, soulageant ces céphalées avec un flou visuel, ainsi de suite, comme tout ce que vous connaissez en tout cas de ce syndrome d'hypertension intracrânienne. On peut aussi retrouver un syndrome focal, c'est vraiment le syndrome focal est peut-être irritatif, donc il y a des convulsions qui sont localisées, ou bien des convulsions qui sont initialement localisées puis généralisées. Vous pouvez aussi vous retrouver avec un déficit hémicorporel, ou bien une monoplégie, une monoplégie, une hémiplégie, ainsi de suite. Voilà, que vous pouvez retrouver. Donc vraiment, c'est ça les éléments du syndrome de la triade de Bergman. Syndrome focal, syndrome d'hypertension intracrânienne et stress.
Et les signes, en réalité, de façon, si vous le savez bien, ça dépendra de la localisation de l'abcès. Donc, si l'abcès est frontal, il peut avoir un syndrome frontal. C'est sur une zone fonctionnellement motrice, par exemple, il peut y avoir une paralysie faciale après dominance, une hémiplégie après dominance crurale ou bien après dominance brachiocéphalique, ainsi de suite, ou bien un syndrome cérébelleux si toutefois c'est le cérébellé qui est touché. Et qu'est-ce qui nous oriente de plus? C'est l'image en cocarde. Une, multiple, sus-tentorielle, sous-tentorielle, les deux hémisphères, ainsi de suite. Donc, ça peut être les deux hémisphères, ça peut être juste le cerveau, ça peut être le cerveau et le cervelet, ainsi de suite. En fait, ce sont des images qui sont hypodenses, donc vous avez parlé de la densité au scanner, témoignant de la nécrose, entourée d'un anneau hyperdense, témoignant de la réaction inflammatoire, et une zone d'œdème périlégionnaire. Le voici, donc la nécrose centrale, la réaction inflammatoire entourant la nécrose, et l'œdème périlégionnaire qui apparaît sous cette forme donc noire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut à la biologie? Il y aura une baisse des lymphocytes, donc surtout des CD4 qui sont inférieurs à 100, témoignant de la profondeur de l'immunodépression. Pour ce qui est de la sérologie antitoxo, ne vous fatiguez pas, elle peut être positive ou négative. Et l'interprétation, vous ne le maîtrisez pas. Bon, ça dépend vraiment de la profondeur de l'immunodépression, ce qui est malheureux. Maintenant, comment est-ce qu'on surveille ce malade? Ce sont les constantes, l'examen physique, surtout l'examen neurologique, ainsi que le scanner cérébral, car la résolution des symptômes est extrêmement rapide dès qu'on instaure le traitement. Et d'ailleurs, même l'argument thérapeutique est utilisé comme élément diagnostique. Quelles sont les modalités évolutives? À court terme, il y a une amélioration clinique, puis radiologique, donc il y a toujours un retard de la radiologie sur la clinique. À long terme, il peut y avoir des séquelles, notamment un ralentissement psychomoteur, des épilepsies, des céphalées, il peut faire des rechutes ou bien carrément décéder si la prise en charge est tardive. Maintenant, en dehors de cette forme abcédée qui est focalisée, il peut y avoir donc une autre forme, à savoir la forme encéphalitique diffuse. Ici, ce qui est devant du tableau, ce n'est pas le déficit, mais ce sont des troubles de la conscience, des céphalées et des convulsions. Il n'y a pas de déficit car il n'y a pas de focalisation, donc il n'y a pas d'image en cocarde. Maintenant, la toxoplasmose chez l'immunocompétent, comment est-ce qu'elle se manifeste? La plupart des sujets, c'est inapparent, il n'y a pas de symptômes, il n'y a rien. On te fait une sérologie antitoxo, elle est positive. Ça veut dire que tu as des kystes dans ton organisme. Le jour où tu seras immunodéprimé, ils peuvent se réactiver. Donc, il n'y a pas de solution. C'est comme les infections avec les HSV, ainsi de suite. Maintenant, il y a des formes qui sont subaiguës, bénignes, fièvre modérée, astérie, polyadénopathie, avec un syndrome mononucléosique, éruption et splénomégalie. Donc, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir carrément quand même des formes qui sont disséminées, où vous avez une atteinte oculaire, des atteintes cardiaques, des atteintes pulmonaires, rénales, neurologiques. Et pour ces formes-là, le pronostic est réservé. Et ça aussi, ça témoigne de la profondeur de l'immunodépression. Ça veut dire qu'il y a une réactivation des kystes un peu partout au niveau des organes qui contenaient en tout cas ces kystes de toxoplasme. Oui. Oui. Il est où? Donnez-moi 5 minutes. OK. Donc, il y a des formes qui sont graves ou la contamination, donc, pour la toxoplasmose congénitale, je disais. Donc, on a une contamination, si elle est précoce, ce sont des photopathies, donc atteinte du système nerveux central, macrocéphalie, hydrocéphalie. Si c'est l'œil, c'est une choriorétine pigmentaire. Maintenant, quand la contamination elle est tardive, ici la toxoplasmose elle est viscérale. Donc c'est un ictère néonatal, une hépatite splénomégalie. Et le pronostic elle est vraiment mauvais. C'est un décès ou bien des séquelles neurologiques, neuropsychiques graves. La toxoplasmose, donc quand elle est bénigne dans le cas de la toxoplasmose congénitale, c'est une choriorétine, des convulsions et un retard psychomoteur. Mais aussi il peut y avoir des formes latentes, c'est-à-dire on retrouve des anticorps type IgM à la naissance, et dans ce cas-là, il peut y avoir à tout temps une réactivation, malheureusement. Et en résumé, donc voici quelques malformations. Donc ici, c'est vraiment une choriorétinique, des malformations oculaires, des microcalcifications au niveau oculaire qu'on retrouve chez cet enfant qui est atteint, en tout cas, avec une macrocéphalie et une microphthalmie, donc une grosse tête avec de petits yeux avec des calcifications intraoculaires. Maintenant, comment est-ce qu'on fait le diagnostic
C'est simple. Argument épidémiologique, c'est la mauvaise hygiène, la consommation d'ocyste, viande suspecte, ceux qui mangent les viandes mal cuites ou non cuites, surtout quand ils sont enceintes, attention. Les sujets qui sont immunodéprimés, les enfants de nés de mères qui sont séropositifs. Et comme argument clinique pour la forme cérébrale, c'est la triade de Bergman, la macrocéphalie et les convulsions, l'ictère néonatal ou bien l'hépatosplénomégalie chez le nouveau-né. Et pour la confirmation, vraiment, je ne vais pas trop vous fatiguer. Le diagnostic sérologique, c'est la recherche des anticorps, IgM, IgE ou IgG. Mais en réalité, si les sujets immunodéprimés, cette sérologie peut être négative. Donc, on cède beaucoup de l'imagerie. Sinon, comme argument qu'on utilise le plus dans la pratique pour la toxoplasmose cérébrale, c'est la bonne évolution sous traitement. Si on met un traitement au bout de 10 jours, le plus souvent, il y a la régression des symptômes. Et ça, c'est un excellent argument pour faire le diagnostic donc, de la toxo. Pour ce qui est de la croissance de la cinétique des anticorps, les IgM peuvent persister pendant plus d'une année, jusqu'à négativer vers la deuxième année. Et les IgG peuvent persister presque, en tout cas, toute la vie. Donc, ce qui fait que, par exemple, ici, dans nos pays tropicaux, près de 40% des sujets ont des anticorps type IgG vis-à-vis de la toxoplasmose. Pour faire le diagnostic différentiel, ce sont les abcès cérébrales à piogènes. Donc, on fait la différence avec la toxo. Ça aussi, ça donne une image en cocarde. Mais il y aura peut-être un contexte. C'est un sujet qui est immunocompétent, qui avait une sinusite maxillaire ou bien une otite, une ethmoïdite, ainsi de suite. Le tuberculome, le plus souvent, le tuberculome aussi apparaît sous la petite forme d'une image en cocarde, mais le plus souvent, l'image est unique, ou tout au plus, on a deux. Le cryptococcus, pareil. Le lymphome cérébral, parfois, ce sont des diagnostics qui sont extrêmement difficiles. Même à l'IRM, parfois, on arrive à faire, on n'a pas de possibilité, en tout cas, pour faire le différentiel. Parfois, ce sont les hématomes cérébraux. Récemment, j'en ai vu un enfant où vraiment, on doutait, moi, le neurochirurgien, le pédiatre, on était tous un peu, en tout cas, perdus. Je ne sais pas si c'était un hématome ou bien c'était un abcès. Donc, dans les formes encéphalitiques, c'est vraiment le diagnostic différentiel avec les encéphalites virales, bactériennes, parasitaires telles que parisine, la trypanosomiase, ainsi que les encéphalites fongiques, notamment avec la cryptococcus neuroméningée pour ces différentes formes. Vous verrez pour chaque diagnostic comment est-ce qu'on fera le diagnostic. L'agent pathogène, donc j'ai dit que une famille de Sarcocystidés, c'est vraiment du genre Toxoplasma, et l'espèce c'est Toxoplasma gondii. Comment se fait donc et l'agent pathogène, donc vous avez vu que la transmission c'est la consommation d'oocystes, la consommation d'aliments contenant des kystes, notamment de la viande mal cuite, ainsi de suite. Maintenant, il existe différentes formes. Les tachyzoïdes, je vous avais dit que c'est la forme végétative, c'est la forme de multiplication. Et c'est la forme invasive. C'est elle qui est responsable aussi de la transmission materno-fœtale, mais aussi c'est elle qui est responsable des lésions qui sont observées au niveau cérébral, au niveau oculaire, au niveau musculaire, au niveau presque myocardique ou bien au niveau hépato-splénique. Quels sont les bradyzoïdes? C'est les formes quiescentes, ce sont les formes de résistance. Ils persistent en fait dans le système, ils vont persister durant toute la vie au niveau de l'autre qui est infesté, sans aucune symptomatologie. Ils vont se réactiver en tachyzoïdes dès qu'il y a une immunodépression. Et l'homme peut se contaminer en consommant de la viande infestée ou bien de la viande qui est mal cuite. Donc, pour ceux qui aiment la viande saignante, vous êtes prévenus. Maintenant, en dehors des tachyzoïdes et des bradyzoïdes, donc en dehors des tachyzoïdes et des bradyzoïdes ou kystes, il y a les oocystes. Les oocystes, ils sont issus du cycle de reproduction sexuée chez l'hôte définitif, qui sont les félidés, les chats, les chiens, ainsi de suite. En fait, le chaton, il élimine plus de 10 millions d'oocystes par jour, durant environ 15 jours. Et les oocystes sont infestants pendant 2 à 5 jours pour chaque année. Donc voilà, attention pour ceux qui élèvent des chats, aussi pour les femmes enceintes. Si vous avez une sérologie toxo-négative, il faudrait éviter les chats. Si vous avez déjà positif, ça veut dire que vous êtes déjà infecté, donc vous avez des IgG, donc il n'y a pas de risque. Mais si vous avez des IgM, attention. Alors que si vous avez des IgG, il n'y a aucun problème. Donc l'homme peut être infesté par les oocystes, notamment par manque d'hygiène. Maintenant, quel est le risque? Donc en fonction, en tout cas, de l'âge de la grossesse. Si l'infection est antérieure à la conception, le risque fœtal est nul. Donc, il n'y a pas de, il y a rien. Donc, si vous venez bilan de grossesse, sérologie positive, vous n'avez aucun problème. Maintenant, si l'infection survient au premier trimestre, le risque fœtal
est faible. Non, le risque de transmission est faible, mais le risque qu'il y ait des malformations est très élevé. Donc, au début de grossesse, le risque de transmission est faible, mais quand la transmission est là, les malformations sont très élevées. Maintenant, vers la fin, le risque de transmission est élevé, mais en réalité, le risque de lésion est très faible. Donc, vraiment, plus l'âge est jeune, plus la transmission est difficile, mais plus le risque de malformation est élevé. Il faut le retenir ainsi. Maintenant, comment est-ce qu'on traite? L'objectif, c'est de stériliser le foyer, éviter la réactivation des kystes et éviter les complications ainsi que les récidives. La molécule qu'on utilise ici, si vous avez une molécule à retenir, c'est le cotrimoxazole. C'est le sulfaméthoxazole triméthoprim. Il y a dans des comprimés de 480 ou bien de 800-160. Et la posologie, c'est 2 comprimés de 800-160. Ça veut dire c'est 800 mg de sulfaméthoxazole et 160 mg de cotrimoxazole, ce qui fait 960. Donc, on prenne 2 comprimés fois 3 par jour pendant 3 à 6 semaines. Puis, on fait une chimioprophylaxie jusqu'à ce qu'il y ait la restauration de l'immunité. Ça veut dire jusqu'à ce qu'il y ait un taux de Sénégal supérieur à 350. Sinon, pour le reste des molécules, on ne les utilise pas. La sulfadiazine, elle est utilisée surtout dans les pays de l'Afrique centrale, mais le cotrimoxazole est mieux toléré. Donc, on a de l'Adapsone et de l'Otovacone. Ça, ce sont des molécules qu'on utilise beaucoup plus quand il y a des allergies au cotrimoxazole. La Clenda aussi, c'est une famille elle fait partie des macrolides, notamment les lincosamines. Donc, il y a aussi les autres macrolides, la spiramycine, la calarito et l'azitro. Maintenant, la spiramycine, on l'utilise beaucoup chez la femme enceinte pour le traitement de la toxoplasmose au cours de la grossesse. Pour les adjuvants, on utilise, oui, bel et bien la méthylprednisone, donc ce qui est un corticoïde. Vous avez vu, si vous vous souvenez de l'image en cocarde, vous avez une nécrose centrale, une réaction inflammatoire périphérique et un œdème périlésionnel. Donc ça, c'est pour diminuer la réaction inflammatoire et l'œdème. Donc on utilise la Dexa ou la méthylprednisone. On peut utiliser les anticonvulsivants comme traitement symptomatique des convulsions. On peut aussi utiliser en tout cas des antalgiques et des antipyrétiques pour la fièvre et les céphalies. Donc, chez l'immunodéprimé, donc le traitement d'attaque, c'est 2 comprimés forts, 800-160 ou bien 960, 2 comprimés fois 3 par jour. On peut utiliser les autres alternatifs, mais bon, je ne vous fatigue pas avec ça. Donc, retenez au moins le 2 comprimés fois fort. Maintenant, on va faire un traitement d'entretien jusqu'à ce que les CD4 soient supérieurs idéalement à 350. Je vais le préciser. Donc, on utilise un comprimé par jour. Et ça, ce sont les alternatives. Ça aussi, vraiment, je ne vous fatigue pas avec ça. C'est juste à titre informatif. C'est vraiment un comprimé fort par jour jusqu'à la restauration de l'état immunitaire. Chez l'immunocompétent, on utilise la spiramycine, donc 150 millions d'unités, 150 000 unités internationales par kilo. Chez la femme enceinte, donc jusqu'à l'accouchement, si elle est infectée, on trouve qu'il a des anticorps type IgM. On va la traiter jusqu'à l'accouchement. Et on va lui ajouter de l'acide folinique parce que le cotrimoxazole induit aussi une anémie, donc type central. En cas de toxoplasmose congénitale aussi, on va utiliser soit la sulfadiazine ou bien la Clenda. On a associé avec la pyrimétamine pendant 2 mois, puis demi-dose pendant au moins 6 mois. Ça, c'est surtout en pédiatrie qu'on le fait, mais nous, c'est surtout pour la toxoplasmose cérébrale. Et chez les femmes enceintes aussi, je pense que, bon, on en voit beaucoup, en tout cas, quand il y a une sérologie, quelle est la CAT, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite, donc de plus en plus. Maintenant, par rapport au traitement adjuvant, bon, c'est surtout quand il y a un œdème périlésionnel, hein, comme je l'avais dit, donc les anticonvulsivants et les antalgiques au besoin. Et sur le plan préventif, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est l'hygiène de grâce, l'hygiène, la bonne cuisson de la viande avant la consommation. C'est l'immunodéprimé. Quand il y a une sérologie négative, il faut tout, bon, on fait des mesures générales. Si le taux de CD4 est inférieur à 350, il faut le mettre sous coterie jusqu'à ce que ce taux soit supérieur à 350. S'il est séropositif, il faut faire une prophylaxie secondaire, donc avec la pyrimètre, avec le cotrimoxazole jusqu'à ce que le taux soit. C'est l'immunodéprimé dans tous les cas, retenez. On met le cotrimoxazole jusqu'à ce que le taux de CD4 soit supérieur à 350. C'est plus simple. Il faut le retenir ainsi. Chez l'immunocompétent, pas de chimioprophylaxie, quel que soit l'état de la sérologie. Positif ou pas, on ne fait rien. Maintenant, chez la femme enceinte, si elle vient avec une sérologie qui est négative, il faut des mesures générales. Il faut qu'elle évite de consommer la viande mal cuite. Il faut lui faire une sérologie de façon mensuelle. Parce qu'à tout moment, elle peut être infectée. Et s'il est infecté, il y a un risque de transmission vers l'enfant.
Maintenant, s'il a déjà des anticorps type IgM, il n'y a pas de problème. Si c'est une séroconversion, je voulais dire, avec des anticorps type IgM, malheureusement, là, il faut traiter la femme enceinte de façon immédiate et jusqu'au terme de la grossesse. Maintenant, si la sérologie est positive bien avant la grossesse, là, il n'y a aucun risque. Il n'y a rien du tout. Mais si la sérologie est positive au cours de la grossesse, en fait, avant, elle était séronégative, mais au cours de la grossesse, elle a une sérologie positive avec apparition des anticorps, ça veut dire qu'il y a un risque de transmission de l'enfant, il faut la traiter. Donc voilà. Et en conclusion, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Voilà. C'est une maladie vraiment extrêmement fréquente et extrêmement redoutable chez la femme enceinte ainsi que l'immunodéprimée. L'épreuve diagnostique, le plus souvent, on utilise des éléments indirects, car on n'a pas, le plus souvent, on ne peut pas aller biopsier le cerveau pour faire le diagnostic vraiment. Et il faut vraiment miser sur la prophylaxie, notamment l'importance des mesures prophylactiques générales. Je pense que c'était ça comme information. Donc, je vous écoute pour les questions. Et il y en a beaucoup. Oui. Bonsoir. Bonsoir, le grand patron. Oui. Ah, ok. Vous avez le mail pour les cours? Hein? Le mail pour les cours. Le mail pour les cours, je pense que je l'avais, hein? Ok. Ok, s'il y a des questions. Je pense que ça va, hein? Ah, ok, bon. Si ça va, alors, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Allez, merci beaucoup, Fernand. Ok, merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'on peut avoir le cours? C'est parti.